Parfait. Donc, merci de vous joindre à nous pour notre webinaire Micro-Age parle technologie. Je m'appelle Maria Fiori, je suis directrice des opérations chez Micro-Age. Je suis accompagnée par mon collègue Sergio Lima, directeur succès à la clientèle et notre présentateur aujourd'hui. Bienvenue, Sergio. Bonjour Maria, bonjour à tous. La conversation d'aujourd'hui portera sur un sujet qui continue d'avoir un impact sur les organisations et je parle de l'hameçonnage, bien sûr. Donc, juste avant de débuter, quelques petites notes. Tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond. Nous vous encourageons à poser vos questions tout au long de la présentation en utilisant l'onglet questions de l'outil webinaire. Ce webinaire est enregistré. Un lien vers l'enregistrement ainsi que le livre électronique que nous vous offrons vous sera envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Nous vous encourageons de télécharger le document, réécouter le webinaire ou le partager avec des collègues qui pourront en bénéficier. Et dernièrement, à la fin du webinaire, vous recevrez un court sondage de 3 questions pour recueillir vos commentaires. Nous serons très reconnaissants si vous pouvez prendre une minute pour nous faire part de vos commentaires et nous aider à améliorer les prochains webinaires. Donc, bonjour Mylène, qui nous envoie un petit coucou. Avant de passer la parole à Sergio, je prends quelques secondes pour vous donner un aperçu de Micro-Age pour ceux qui ne nous connaissent pas. Micro-Age est un fournisseur de services technologiques avec 40 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis plus de 43 ans. Pour bien vous servir, il est essentiel pour nous de comprendre vos opérations, vos clients, votre personnel, vos objectifs, vos défis, vos opportunités, bref, votre organisation. Ceci nous permet de recommander et de fournir les services et les solutions informatiques qui vous conviennent. Et voilà, en quelques mots, qui nous sommes et la manière dont nous travaillons avec nos clients. Et avec ça, je vais passer la parole à toi, Sergio. Merci beaucoup Maria, bonjour à tout le monde. Mon webinaire préféré de l'année, comme toujours. Hein. J'aime jouer des petits jeux avec le monde pour voir s'ils sont assez vigilants dans le monde de cybersensibilisation. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, comme on fait d'habitude, on parle au niveau des statistiques, mais évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on met à jour les statistiques pour voir s'il y a eu une amélioration ou une dégradation des statistiques. Après ça, on va passer à travers quelques techniques d'hameçonnage qu'on surveille en ce moment parce que ça devient... ça se rajoute, hein, c'est sûr, c'est une évolution pour les attaquants, les cyberattaquants, ils essaient toujours de trouver d'autres moyens de rentrer dans votre environnement. Fait qu'on va parler de ça un peu. Ensuite, on va passer à travers nos jeux de questions et les courriels, les gabarits de courriels frauduleux ou légitimes. Légitime. Ah, Ouais. ouais. Et ensuite, juste passer à travers quelques petits points au niveau qu'est-ce que vous devriez faire ou qu'est-ce que vous devriez repérer au niveau des signaux, qu'est-ce qui va sonner des cloches quand vous regardez certains courriels, qu'est-ce que vous devriez voir. Et on va répondre à des questions si jamais vous avez des questions. Donc, on commence au niveau des statistiques. Comme on fait toujours, c'est des statistiques canadiennes. Maria, c'est des statistiques qui viennent de différentes places, mais quelques statistiques qui viennent de genre Verizon Data Breach Investigation. Mais en sommaire, on essaie toujours de vous donner des statistiques qui sont pertinentes à nos environnements canadiens. Donc, 68% inclut c'est des vraies brèches d'hameçonnage. C'est un chiffre que les organisations peuvent vraiment contrôler avec la sensibilisation à la cybersécurité, la formation, les simulations d'hameçonnage. La seule façon de réduire ça, c'est de vraiment former vos employés, d'essayer de vraiment réduire ça. Pourquoi? Plusieurs raisons. Deuxième stat, 43% des attaques visent les PME. Fait que vous n'êtes pas à l'abri, les PME. Je sais qu'on a un spectrum de différents compagnies qui sont sur ce webinaire. Fait qu'on a des PME, on a des plus grosses entreprises, mais ça touche tout le monde, en fait. Effectivement, c'est pas quelqu'un qui est protégé parce que vous avez juste 5 employés ou 10 employés. C'est vraiment
pour des attaquants, les gens en cyberattaque, honnêtement, ils sont de votre environnement. Ils vont juste passer à travers la liste des entreprises pour voir s'ils peuvent rentrer. Fait que, 14% des entreprises considèrent que leur posture en matière de cybersécurité est efficace. 14%, c'est pas beaucoup. Non. Et maintenant, j'ai mis des stats à côté parce que je ne voulais pas vous bombarder avec des stats, mais je vous donne d'autres stats qui sont sortis par une entreprise qui fait de la formation au niveau de la cybersécurité. 62% des entreprises, je vais le lire, déclarent qu'ils n'ont pas apporté d'amélioration notable après une brèche de sécurité. Ça, c'est gros parce qu'ils ont été victimes d'une brèche, une faille, quoi que ce soit. Ils ont possiblement perdu des données, ils ont possiblement eu des pertes de revenus, etc. Ils ont apporté certaines choses, mais ils n'ont pas vraiment mis tout ce qu'il faut ou tout ce qui a été recommandé dans l'environnement pour éviter une deuxième attaque. Et ça devient... ça fait peur un peu parce que normalement, quand on dit non à quelque chose, puis là, il y a quelque chose qui arrive, on est censé de vraiment mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour essayer d'éviter ça une deuxième et troisième fois. Fait que ça fait peur un peu. Puis les jours moyennes, en fait, ce qui arrive quand quelqu'un rentre dans votre environnement, ce n'est pas instantané. En ce moment, des statistiques de 2023, parce qu'on n'a pas fini de 2024, la moyenne ou le délai moyen pour détecter une brèche des données dans votre environnement est à 118 jours. Fait que le malfaiteur risque de rester dans votre environnement un bon 3 mois avant de faire quoi que ce soit parce qu'il va étudier, analyser, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et ensuite il va passer à l'acte. Donc, je vais me cacher ça de l'autre côté. 60 000 incidents de cybersécurité signalés en 2024, fait que c'est une augmentation de 25 par rapport à l'année précédente. Donc, encore une fois, ça continue d'augmenter. Puis les 62,5 des organisations canadiennes ont signalé des attaques. Ça, je pense que ça a resté plus ou moins, je vais dire bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle parce que bonne nouvelle, c'est plus bas que l'année passée. Mauvaise nouvelle, c'est l'année passée, c'était 63,3. Ça n'a vraiment pas descendu tant que ça. Puis mondialement, ça n'a pas changé, je pense, 72,7 versus 72,2. Fait qu'encore une fois, il y a beaucoup d'informations à avoir, puis il y a beaucoup de formations qu'il faudrait qu'on fasse parce qu'évidemment, leur moyen d'attaque reste toujours au niveau par rançon, par courriel, par différentes attaques que je vais passer à travers dans les prochaines diapos. Donc, ça, c'est encore une fois des statistiques au niveau, chaque année, il y a un sondage, ce n'est pas vraiment un sondage, mais c'est un tournoi qui est fait au niveau d'hameçonnage. 1,37 million de personnes y ont dit je veux donner mon adresse courriel pour voir si je suis capable de passer à travers ces courriels-là. Et 10,4 y ont cliqué quand même sur 1,37 million, ils ont cliqué sur des liens qui étaient dans ce courriel-là. Et 60 de ces personnes-là, ils ont vraiment cliqué jusqu'au bout et ils ont vraiment rentré leur mot de passe. Fait que ça prouve encore une fois que ça prend un petit peu plus de formation, de vigilance et ça prend vraiment, il faut sensibiliser le monde à ne pas cliquer sur certaines choses. Puis on va vous expliquer comment faire certaines choses. Vous allez voir dans les exemples de courriels qu'on va vous montrer que ce n'est pas vraiment évident. Puis il y a d'autres moyens de valider si l'information est correcte au lieu à la place de cliquer sur le lien qui est sur le courriel que vous recevez. Donc, en ce moment, il y a des attaques de cybersécurité qui sont orientées sur aussi les téléphones. C'est bizarre parce que on dirait que les téléphones, on commence à les laisser de côté parce que c'est plus digital, c'est courriel, c'est site web, ils essaient de rentrer dans votre environnement. Mais ça reste que, ils appellent ça TOAD, T-O-A-D, qui est un acronyme pour Telephone Oriented Attack. Le D m'échappe, en fait. Il faudrait que je regarde, là, mais... Téléphone. Attends. Je vais vraiment vous le dire comme ça vous dit quelque chose. Telephone Oriented Attack Delivery.
Delivery, ouais, c'est ça. C'est de la façon qu'ils livrent. Comment? Il y a différentes façons au niveau de faire le TOAD qui appelle. Si vous avez un système téléphonique traditionnel avec possiblement un fournisseur qui rentre dedans via connexion à distance, ben ça, c'est une première façon de rentrer parce que au niveau de la sécurité, ça reste que c'est pas tout à fait à 100% au niveau de cette technologie-là. Fait qu'il risque de rentrer dans votre système téléphonique. Ensuite, il risque de possiblement faire. Puis ça, on s'entend, c'est peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour les PME, peut-être pour les plus grosses entreprises. Des fois, ils créent des extensions, puis ils peuvent vous appeler à l'intérieur de votre entreprise, mais c'est vraiment quelqu'un qui veut faire quelque chose de pas correct dans votre environnement, qui essaie de faire semblant que c'est un technicien. Puis ensuite, ben, c'est sûr qu'il va dire, ben, je vais vous envoyer un courriel, etc. Puis ça, c'est une façon standard au niveau envoyer des courriels via le phishing. Puis ensuite, vous cliquez sur quelque chose, puis là, ça fait rentrer ou ça fait télécharger certaines applications. Puis là, l'attaquant va faire son progrès à travers votre environnement. C'est sûr que on va dire que c'est une nouvelle forme d'attaque, mais pas vraiment, parce que ça existe encore le smishing, en fait, c'est du SMS, c'est du texte via SMS vous recevez un texte, puis là, c'est marqué que vous devriez faire une action tout de suite parce que c'est urgent, vous cliquez sur ce lien-là. Et ensuite, ben, ça télécharge quelque chose qui ramasse des informations personnelles ou ramasse des informations par rapport à votre adresse courriel ou peut-être des mots de passe. Et ensuite, ben, ça continue avec l'attaque. Ça, c'est plus au niveau de le smishing. Les attaques vocales sont encore là. Pas partout, mais toujours là. Il essaie toujours de vous appeler, soit sur votre cellulaire, sur votre ligne de téléphone. Puis à ça, moi, j'ai remarqué au niveau de mon cellulaire, je reçois des courriels avec le numéro de téléphone qui est très similaire à mon cellulaire. Fait que ici, on est 70 employés. Des fois, je ne connais pas tout le monde, les numéros de téléphone, je ne l'ai pas dans mon carnet. J'assume que c'est possiblement un employé, puis ensuite, c'est quelqu'un qui m'appelle pour dire « Ah, peut-être on a un changement à faire dans votre Outlook, pouvez-vous juste cliquer le prochain courriel que je vous envoie. » Que ça se fait de cette façon-là. Ça c'est un bon exemple d'un TOAD, que quand on clique là-dessus, ben moi, ça me rend vers un site web qui fait télécharger une application, puis ensuite, l'attaqueur va faire tout le reste. Ça existe encore au niveau le déni de services téléphoniques, soit sur votre système téléphonique ou, je regarde la prochaine page parce que ça s'applique au niveau de la prochaine page, au niveau du AMF, l'authentification de multifactoriel. Okay? Donc, cette méthode d'attaque essaie de contourner l'AMF. Ça intercepte des jetons, ça permet aux criminels de contourner toutes les couches de sécurité, etc. En fait, la méthode pour le faire, c'est vraiment, comme je parlais dans le diapo précédent, c'est attaque par bombardement de demandes. Là, maintenant, on est rendu à une stade, ben, moi, en tout cas, je suis rendu dans une stade où j'ai beaucoup d'applications, j'ai beaucoup d'accès, je reçois constamment des avertissements sur mon téléphone pour accepter une authentification multifactorielle pour certaines applications. Fait que ça peut arriver que si je fais d'autres choses, puis je reçois ça, puis je suis en train de me loguer, puis là, je clique pour dire oui. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ça peut être par texte aussi, parce qu'on a du authentification via texte, les codes, ou un oui ou un non, ou en cliquant le lien. Bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils bombardent avec plein de textes pour accepter, qui fait remplir votre téléphone plein de courriels au niveau, pas courriel, mais de texte, sans penser deux fois, ben, peut-être vous cliquez sur le mauvais texte qui fait authentifier ou qui fait déjà passer à la prochaine étape au niveau de la personne qui va voler le code, qui va voler en fait les jetons et ensuite essayer de loguer dans votre environnement avec votre numéro votre compte, votre information. Sinon, ça continue au niveau de l'utilisation de l'ingénierie sociale. Encore une fois, ça peut être un courriel qui dit que vous devriez mettre à jour votre système de multifacteur. Il faut cliquer sur ce lien-là parce qu'on a fait des changements de sécurité. Et moi, j'ai vu, le dernier point, c'est remplacement de la carte SIM. Moi, je l'ai vécu, pas pour moi, mais j'ai eu, à un moment donné, ça fait quelques années de ça, un client qui m'a appelé
en me disant qu'elle s'est fait voler sa ligne de téléphone et ensuite son compte d'Outlook tout de suite après, elle a commencé à ne plus avoir accès à tout ça. Fait que je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais ils ont eu assez d'informations pour être capable d'appeler le fournisseur de téléphone pour dire que hey, je m'appelle telle personne, j'ai changé de téléphone, je dois déplacer le numéro de téléphone sur cette carte SIM-là. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont essayé de rentrer dans le compte de Microsoft qui envoie un code d'authentification à lui et pas à le client. Et ensuite, il a pris la relève et a contrôlé tout l'environnement. Fait que celle-là, ça cause un mot de tête plus que d'autres choses parce qu'il va falloir vous appeler votre fournisseur et expliquer qu'est-ce qui se passe et tout rediriger vers le bon type de téléphone. C'est difficile parce qu'il faut que tu prouves, là, les autres, ils sont pas sûrs qui est qui. Fait que c'est un peu complexe, mais bon, c'est toutes des techniques on commence à en avoir beaucoup plus qu'on en voyait. Tu disais ton client il y a quelques années, mais là, ça commence, on en entend de plus en plus de monde qui se font voler leur carte SIM ou vont changer la carte SIM de cette façon-là. Oui. Puis au niveau hygiène des mots de passe, ben, c'est sûr que je vais dire changer régulièrement les mots de passe, jamais réutiliser les anciens mots de passe, ne jamais utiliser les mêmes mots de passe pour plusieurs comptes, personnels versus corpo, créer des mots de passe avec des complexités de majuscules, minuscules, caractères, chiffres, etc. Il faut vraiment rajouter la couche de sécurité. En fait, ça, c'est le plus facile qu'on peut faire pour diminuer, pour réduire ce risque-là. Et c'est sûr qu'il faut faire de la formation aux employés pour s'assurer que tout le monde parle le même langage, puis tout le monde est au même niveau, au niveau comprendre et avoir la même vigilance, en fait. Quoi d'autre que je peux parler de ça? Pratiquer le contrôle d'accès, limiter l'accès aux employés à seules des données qui ont besoin d'accès, pas toutes les données au complet de votre environnement. En fait, ça prend une évaluation de voir qu'est-ce qui se passe dans votre environnement pour essayer de comprendre si jamais telle personne se fait compromettre, ben, est-ce qu'on peut le limiter? Est-ce qu'on peut limiter les dégâts, en fait? Et le plus possible, c'est sûr qu'il faut utiliser les applications, des logiciels qui forcent à faire une authentification double facteur ou multifacteur. Parce que de plus en plus, ben, si on roule une application qui vous permet juste de rentrer avec un mot de passe, ça risque d'être un problème. Mais je pense, Sergio, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le multifacteur est quand même très efficace, puis c'est une bonne couche de sécurité, sauf qu'il faut être au courant qu'il y a quand même des techniques qui sont utilisées pour détourner. Oui. Right? Fait que, au moins, si on est au courant, ben on est plus vigilant à ce moment-là. C'est ça. Right? Puis on le mentionne parce que j'entends souvent que ah oui, on va mettre le MFA puis ça va régler tous les problèmes, ça règle tous les problèmes de sécurité parce que là, c'est double vérifié. Mais c'est pas tout à fait vrai parce que le point faible toujours reste la personne, puis comment tout ce qu'on a mis comme personne pour essayer de nous protéger. Si on regarde aussi, des fois on voit dans les nouvelles que le MFA a été compromis, puis comment ils ont fait ça, ça veut dire que les systèmes MFA ne sont pas bons. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut vraiment voir comment cette personne ou cette malfaiteur a réussi à contourner le MFA. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est à cause de l'utilisateur qui ont pu rentrer dans l'environnement. Fait que c'est pas tout à fait une faiblesse du système de MFA, mais c'est plus le maillon faible dans l'humain qui a permis de faire ça. Ensuite, j'imagine que vous êtes au courant, mais ben, je sais qu'il y a des codes QR partout maintenant. Hein, ça remplace quasiment des liens partout. Cliquez sur le code et vous allez avoir accès aux liens. J'ai peur des codes QR. Moi, je clique pas souvent. C'est sûr que les histoires que j'ai entendues, ça me fait peur un peu. Exemple,
vous rentrez dans un restaurant maintenant, puis au milieu de la table, il y a une petite pancarte avec un code QR pour cliquer sur, pour avoir accès au menu. J'ai vu des histoires que il y a du monde qui rentre dans des restaurants, puis ils collent leur propre code QR sur ces papiers-là. Et ensuite, ben, tout le monde va cliquer sur ces liens-là. Puis ça le rend sur une page fictive qui ressemble à un menu du restaurant, mais en fait, il est en train de télécharger quelque chose pour aller ramasser de l'information, pour être capable de possiblement rentrer dans votre environnement dans un temps futur. Fait qu'il faut juste s'assurer que quand on clique sur certaines choses, que ça vient d'une source fiable. C'est pas tout à fait la même chose, puis c'est très difficile. Avant, c'était facile avec un courriel, on voit le lien, on passe le sourire par-dessus, c'est comme, OK, ça n'a pas l'air conforme. Et maintenant, c'est un code avec plein de noir et blanc, c'est difficile à tout de suite être capable d'établir si c'est quelque chose qui est bon ou pas bon. Fait qu'encore une fois, une formation aux employés d'être vigilants par rapport à ça, de ne pas cliquer sur n'importe quel code QR. Maintenir les systèmes d'exploitation au niveau de vos téléphones et vos systèmes, vos appareils Windows, Linux, etc. Tenez toujours ces systèmes-là à jour. Et au niveau des comptes, ben, c'est sûr que comme j'ai parlé dans l'autre diapo, s'assurer au niveau de l'hygiène du mot de passe, s'assurer que vous avez vraiment une séparation entre les accès personnels versus corpo, les mots de passe. Il ne faut pas que ce soit le même mot de passe à travers tous vos liens, toutes vos applications. En faisant ça, c'est sûr que ça va diminuer encore une fois vos risques. Maintenant, on va parler un peu au niveau de l'intelligence artificielle. Oui. Je vais juste t'interrompre. Stéphane donne un bon point. Il dit on peut utiliser des applications tierces qui permettent de voir le lien du code QR avant de cliquer au lieu de bon la point, caméra. excellent. Ouais, c'est parfait ça. Oui. Ouais. En fait, ça, c'est une technique que nos gens techniques font quand on reçoit par un employé. L'employé soupçonne que le courriel n'est pas le bon, puis on a une procédure qui l'envoie à une certaine adresse courriel que l'équipe technique va regarder, puis utilise des outils pour être capable de détecter si le lien, en fait, ça fait ouvrir une page ailleurs au lieu dans une place qui est protégée sans infecter tout le reste de vos systèmes. Fait que oui, c'est une bonne façon de le faire. Donc, merci, en parlant Stéphane. Oui, merci. Fait avec l'intelligence artificielle, ça va devenir de plus en plus difficile de reconnaître les tentatives. Hein. C'est sûr que ce qu'ils vont faire en ce moment, c'est qu'ils vont utiliser le IA pour corriger les erreurs dans les fautes d'orthographe, le langage, la grammaire. Fait que là, de plus en plus, les courriels vont vraiment avoir l'air d'un courriel qui vient de cette personne-là. C'est sûr qu'avec ça, ben, il y a une capacité de créer des contenus très réalistes avec des textes, avec des images, les vidéos, les liens et tout. Fait que ça prend vraiment 5 secondes d'audio et une photo pour créer une vidéo qui est vraiment réaliste, pour faire croire aux employés que c'est un message qui provient de quelqu'un important ou un PDG ou une source qui est fiable. Fait qu'il faut juste se méfier de cette façon-là parce que c'est sûr que ça s'en vient. Mais je sais pas, le monde, nous, on est à Montréal et il y avait une personnalité de radio dont c'est arrivé à ses parents. Ils ont reçu un appel qui semblait être de leur fils. Et il disait qu'il y avait eu un accident, qu'il avait fait mal à quelqu'un, mais qu'il s'est en sauvé, puis il fallait, pour l'aider, il fallait avoir 5000 $, puis aller voir cette personne-là, puis donner l'argent, puis tout ça. En tout cas, puis ce que la personne disait, c'est que la voix de la personne était vraiment comme celui de leur fils. Ils ne sont pas fait piéger parce que le père a dit moi je m'en vais à la station de police. Il dit qu'il est à la station de police, je m'en vais là. Mais il était convaincu là, que c'était leur fils, puis il était dans le trouble. Fait que
Ça arrive, ça arrive. Mais c'est ça. Sens d'urgence, hein, c'est sûr. Il y a un appel qu'on reçoit ou il y a quelque chose qu'on regarde, puis là, ça joue sur nos émotions. Hein, fait qu'on évite à aider ou cliquer ou assumer que c'est quelque chose qui est légitime. Ça, c'est difficile à contourner ça, par exemple. On se fait appeler par quelqu'un, un membre de la famille, Mais, puis comment qu'on ouais, fait pour double vérifier, faire l'authentification double pour s'assurer que c'est mais, vraiment la bonne mais personne. ça peut être pour une organisation. Tu reçois un appel de ton Ouais, PDG, tu reçois un appel de quelqu'un, de ton directeur. Je veux dire, ça commence à être difficile, là, des fois. Il faut toujours vérifier, right? ouais, exact. OK. Fait que là, on va commencer notre jeu. En fait, on va commencer avec Oui. les questions. Maria, t'es prête? Oui, je suis prête. On va OK. commencer les questions. Donc, c'est une série de questions. On pose la question, il y a des réponses. Maria va activer le système de sondage qui vous permet de répondre et ensuite, on va regarder les résultats. Je veux juste, euh, pour certains cas, pas pour cette question-là, mais on a quand même, j'ai une restriction de caractère. Fait que ce que vous voyez sur votre écran, des fois quand je mets la question pour que vous pouvez la répondre, c'est un peu plus condensé, là. Donc, juste vous avertir parce que l'outil qu'on utilise me donne une restriction de caractère. Donc, juste, juste pour dire ça. Donc, la Parfait. première question, c'est rester toujours vigilant face au courriel entrant, même s'il provient d'entités connues ou de confiance. Vrai ou faux? Donc, je vais ouvrir la question pour que vous pouvez répondre. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et Gérard, la question est, est-ce que c'est possible, après la formation, de fournir des noms d'outils de vérification de code QR? On va essayer de vous envoyer différentes options, là. Aussi, Geneviève, est-ce que vous pouvez répondre dans le système parce que vous avez répondu dans la question. Donc, mais de toute façon, on a eu la plupart de les réponses, fait que je vais fermer le sondage et vous Voilà. partager les réponses. Donc, on a 100% qui ont dit que c'était vrai et 0% qui ont dit que c'est faux. Donc, Sergio, tout le monde a eu raison, hein? C'est bon, ouais. Enfin, on commence avec une question facile. Juste pour, Oui, on essaye. OK. Prochaine question. Ouais. Donc, L'utilisation du même mot de passe pour tous vos comptes en ligne est une bonne pratique liée au mot de passe. Vrai ou faux? je vais lancer le sondage. Encore des réponses qui arrivent. On a quelques secondes encore. Parfait. Donc, on va arrêter le sondage et on va partager la réponse. Donc, encore une fois, 100% qui ont dit c'est faux et 0% qui ont dit c'est vrai. Et la réponse? C'est faux. C'est parfait. C'est bon. Ça peut. Ben, on est le matinée, là. Ça veut dire que le monde sont réveillés parce qu'ils m'écoutent, parce que j'ai donné pratiquement C'est la ça. réponse tantôt. Oui. C'est ça. C'est toujours une bonne pratique de ne pas avoir les mêmes mots de passe, ni avoir la même adresse courriel pour vos affaires, pour vos logins personnels. Je vous suggère Je fortement pense, d'avoir des adresses courriel personnelles pour faire ça. Sergio, je pense que le partage ne se fait pas. Ah, on va régler ça en 3 secondes en faisant ça et ça. C'est bon. C'est bon? OK, parfait. Donc, Good. question numéro 3. Petit glitch de notre système. Question numéro 3.
Les courriels d'hameçonnage ont tendance à s'adresser à leurs victimes par leur nom. Vrai ou faux? Je vais lancer le sondage. Ça va être un peu plus partagé, mais qu'on arrive pas mal à... OK. La plupart ont voté, donc on va arrêter le sondage et on va partager. Donc, on a 70% qui ont dit que c'est vrai et 30% qui ont dit que c'est faux. Et ce qu'on... donc, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? En fait, si vous voyez l'écran, oui. Oui, oui. En fait, la réponse est faux. Typiquement, on va voir des salutations génériques. Bonjour, cher employé. Je ne peux pas dire à 100% que c'est que vous ne voyez pas votre nom. Ça peut arriver. Moi, je l'ai vu. Mais de plus en plus, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment les courriels qui sont toujours génériquement, c'est ça la salutation. Des fois, il n'y a même pas de salutation. Fait que c'est ça qu'il faut faire attention. C'est le premier trigger, en fait. Si on voit que notre nom n'est pas là, ça, c'est la première question c'est une première alerte là, pour dire, OK, il faut que je valide quelque chose. C'est sûr que si on reçoit quand même un courriel qu'on ne reconnaît pas, c'est quand même marqué cher Sergio, c'est sûr que moi, je vais faire une validation pour s'assurer. Parce qu'il y a une panoplie d'items ou de questions qu'il faut que je me pose moi-même avant de cliquer sur certains liens comme ça. On va voir ça dans les prochains slides. Question 4. Lesquels des points suivants n'est pas une bonne pratique pour éviter des fuites de données? Avec laquelle n'est pas une bonne pratique pour éviter des fuites de données. Gardez vos appareils. Oui, vas-y, Marie. Maria. Non, c'est ça, j'allais dire, si tu peux le lire, parce que comme je vous dis, là, quand je mets le sondage, les choses sont condensées. OK. Fait que laquelle n'est pas une bonne pratique pour éviter les fuites de données? Gardez vos appareils hors vue verrouillés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Envoyez des courriels aux destinataires concernés ayant droit à l'info que vous partagez. Utilisez une clé USB comme principale méthode de stockage des documents auxquels vous travaillez. Et ne cliquez pas sur les pièces jointes que vous n'attendez pas qu'elles n'en soient la source. Il y a juste une réponse qui n'est pas une bonne pratique. Okay, je vais partager le sondage et vous allez être capable de voter. La question est un peu plus difficile parce que ça prend un peu plus de temps d'avoir le vote à tout le monde. On va donner quelques secondes encore. Non. Donc, la plupart ont voté. Je vais arrêter le sondage et je vais partager les réponses. Donc, 9%, c'est pour garder les appareils hors de vue, verrouillés quand ils ne sont pas utilisés. 26%, envoyer des courriels aux gens concernés ayant droit aux infos. 54%, utiliser des clés USB comme méthode de stockage des documents. Et 15%, ne cliquez pas des pièces jointes que vous n'attendez pas. Donc, encore une fois, lequel des points suivants, il y en a juste un, qui n'est pas une bonne pratique, pour éviter les fuites de données. Donc, je vais arrêter. Et Sergio, la réponse?
C'est la Bien ça? troisième. C'est, ouais, n'utilisez pas des clés USB comme méthode principale pour sauvegarder vos données. Ce qu'ils disent souvent, c'est que les clés USB, c'est une forme où vous risquez de perdre cette clé. Fait que ça devient un moyen, une deuxième méthode pour que le monde puisse avoir accès à votre clé. C'est un peu comme le concept d'un téléphone qui est verrouillé ou hors vue. Euh, Quand on n'utilise pas les téléphones, c'est ceux qui suggèrent de le cacher. Encore une fois, ça dépend de quel environnement. Si on est deux employés, je ne pense pas qu'on a besoin de s'en soucier, mais si on est plusieurs, ben, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est sûr que limiter le nombre de personnes qui sont envoyées que vous envoyez des courriels, il faut vraiment juste s'adresser à certaines personnes. Des fois, ben, nous, on a le contrôle d'envoyer un courriel à quelqu'un avec des infos, mais toutes ces autres personnes-là, on peut pas vraiment les contrôler si eux autres envoient des infos ailleurs. Ne cliquez pas sur des pièces jointes que vous n'attendez pas. Évidemment, si vous recevez des choses que vous ne devriez pas recevoir à 2 heures du matin, il ne faudrait pas peut-être cliquer là-dessus tout de suite. Il faut passer à travers votre liste de questionnements pour valider ce courriel-là. Pour le moment, la méthode le moins sécuritaire reste toujours avec la clé USB parce que c'est une petite affaire qu'on risque de perdre à quelque part ou quelqu'un risque de prendre et de prendre des informations. Parfait. Question 5. Quelles sont les meilleures pratiques pour protéger les cartes de paiement? Il y a multiples réponses. Le premier, ne jamais répéter à voix haute les infos relatives à la carte. Excusez. Oui. J'ai été trop vite, mais vous Bon, pouvez voter. Fait que, excuse-moi. OK. Oui. T'as-tu ça sous les yeux? Moi, je vois la question, fait que je vais répéter la Oui. question et les Oui, réponses. Quelles sont s'il te les plaît. meilleures pratiques pour protéger les cartes de paiement? Multiples réponses. Ne jamais répéter à voix haute les infos relatives à la carte. Ne pas écrire les infos de la carte sur un morceau de papier. Déchiqueter tout document contenant des infos sur la carte et conserver les dossiers financiers des clients dans un armoire verrouillé. On attend toutes les réponses, on s'en vient. Et ça, je veux dire, on parle de carte de paiement ou carte de crédit ou des choses comme ça, mais ça s'applique à n'importe quelle donnée qui est confidentielle, Oui. peut-être personnelle, des choses comme ça, là. Je pense qu'on arrive presque à tout le monde qui a voté. Une seconde encore. Encore qu'il y a quelqu'un qui est en train de penser. C'est bon. Donc, on va arrêter et je vais partager les résultats. Donc, pour le premier, jamais répéter à voix haute les infos relatives à la carte, 84 ne pas écrire les infos de la carte sur un morceau de papier, 89 déchiqueter tous des documents contenant des infos sur la carte, 87 et garder des dossiers financiers des clients dans un armoire verrouillé, 79 Et je vais arrêter ça. Donc, Sergio va être capable de partager la réponse. Vous avez tous raison. Je soupçonne que le monde y ont pensé que c'est peut-être une question piège à quelque part, puis Piège, c'est pas oui, c'est toutes ça. les quatre, mais effectivement, c'est les quatre. Fait on voit du 80% et plus partout. Fait que ça, c'est bon. En fait, c'est les quatre. Il faut vraiment être vigilant en termes de carte de crédit ou carte de paiement, etc. Aux Bon, on va infos commencer. confidentielles, c'est ça. Oui, exact. Donc, on commence avec le premier exemple de courriel. Ah, c'est moi. J'ai reçu ça. Donc, il reste à déterminer est-ce que c'est légitime ou fraude. On va donner juste un peu de temps pour que tout le monde peut lire et regarder euh, le courriel comme faut. Quelques instants ou bien prendre connaissance du courriel. Donc,
Je vais lancer le sondage et on attend vos réponses. On est presque rendu à tout le monde qui a voté. Une couple de secondes encore. Je pense qu'on est rendu. OK. Donc, je vais arrêter et partager les résultats. Donc, on a 97% qui ont dit que c'était un hameçonnage et 3% qui ont dit que c'était légitime. Et la réponse? C'est un hameçonnage, effectivement. Ouais. Plusieurs raisons. Oui, ça s'adresse à moi, mais il n'y a pas de, comme on a parlé de la salutation, il n'y a pas de salutation. Le sentiment d'urgence, ben, ça commence avec un sentiment d'urgence, ça expire dans 4 jours, il faut faire quelque chose tout de suite. Mais les deux boutons ou les deux options sont vraiment étranges parce qu'il y a un sens d'urgence, mais en même temps, c'est comme, ben, vous pouvez cliquer sur reporter à 6 mois. Fait que c'est un peu bizarre comme courriel. Je suis content de voir que tout le monde a été capable de voir que ils ont été capables de voir vite fait là, que c'est quelque chose, c'est un hameçonnage. Puis le message en bas, c'est un peu étrange aussi, difficile à comprendre, là, quasiment menaçant. Ça provient aussi d'un coup, une adresse courriel qui est un peu weird. Là. Oui. Je ne le trusterais pas, moi. Quand on a 10 courriels ouverts, 3-4 applications qu'on roule, on clique là-dessus, c'est là que ça devient problématique, quand on ne porte pas attention. Deuxième message de Vidéotron. On pas plus. Encore une fois, on va donner un peu de temps pour que tout le monde ait le temps de bien lire. OK. On va ouvrir le sondage. On attend vos votes. On a presque tous les votes. On attend quelques secondes encore. OK. On va arrêter et on va partager les résultats. Donc, on a 25% qui pensent que c'est un hameçonnage et 75% qui pensent que c'est légitime. Et finalement? C'est légitime. J'ai reçu le même courrier. Peut-être le 75% qui a répondu, il a eu sur le même courriel. C'est ça. Mais je tiens à souligner, je voulais vraiment le mettre dans ce webinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes choses que nous, on parle toujours au niveau de la sens d'urgence. Il y a 0 sens d'urgence dans ce courriel-là. C'est juste un avertissement. Oui, il y a un lien, mais quand on passe par-dessus le lien, le pop-up est comme le lien. Mais ça reste que si moi, je voudrais cliquer sur ce lien-là, je n'irai pas à travers ce courriel-là. C'est sûr que j'irai à mon espace de Vidéotron pour aller voir si ça c'est vraiment quelque chose de légitime. Mais c'est quelque chose à souligner aussi au niveau chère cliente, cher client. Ça, c'est un bon exemple de maintenant, le monde qui ont cliqué sur c'est générique, fait qu'on soupçonne peut-être c'est un hameçonnage, mais non, c'est normal. Même en bas, quand on voit votre équipe Vidéotron ou votre équipe X compagnie, des fois,
ça reste douteux un peu, mais effectivement, c'est un courriel qui était légitime. Prochain. OK. On va... oui, si vous pouvez prendre un peu connaissance de ça, c'est un texte. Ouais. Donc, penses-tu qu'on a donné assez de temps? Oui. Parfait. On va lancer le sondage. Donc, est-ce que c'était un hameçonnage ou légitime? En partage, Joël dit que pour faire changement, il demande de les appeler. Oui, c'est ça. C'est des méthodes de vérification. Right? Un très bel exemple de TOAD, en fait, de les appeler. De plus en plus, ce qu'on voit maintenant, c'est 0 lien, mais juste un numéro de téléphone avec le sens d'urgence. Puis il y a du monde, veut pas, qui appelle ce numéro de téléphone. Puis là, ça commence le processus de il parle à quelqu'un qui va dire OK, on va régler votre compte, je vous envoie un courriel, cliquez sur le lien, on va tout régler ça dans les 30 secondes qui suivent. Puis en cliquant ce lien-là, ça c'est de l'ingénierie sociale, en fait. Là. En cliquant le lien, ben, ça télécharge des choses que les malfaiteurs veulent faire dans votre environnement. Et ça, c'est encore là, faut toujours, faut toujours vérifier. Fait que, comme Sergio a dit, là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site Vidéotron, pas à travers le lien, mais Vidéotron, là, tapez Vidéotron dans Google. Et même si vous voulez appeler, ben, vérifiez si le téléphone est le bon. Right? Pas appeler n'importe quel téléphone qui met dans un courriel. On ne sait jamais. Donc, on a reçu toutes nos réponses à la dernière. On va fermer ça et je vais partager les résultats. Donc, il y a 98 qui ont dit que c'est un hameçonnage et 2 qui ont dit que c'est un texte légitime. Donc, on va partager la réponse. Effectivement, c'est un smishing qu'ils appellent. C'est ça. C'est vraiment si on pense qu'il y a quelque chose de pas correct dans notre compte, idéalement, là, la meilleure pratique, ça serait d'aller sur le site web autre que de cliquer sur ce lien-là pour valider. Puis si vous savez déjà que votre compte est à jour, ben c'est sûr que vous le savez tout de suite. Mais des fois, on ne sait jamais. Hein? On passe comme le pont en 25, on passe plusieurs fois, puis on pense qu'on a de l'argent dedans. Puis à un moment donné, ça devient en bas du seuil de qu'est-ce qu'on a besoin. Puis là, on va cliquer sur ce lien-là pour essayer de l'activer. Mais c'est ça. Mais c'est des choses qui sont faciles à vérifier. Right? Aller sur Oui. dans ce cas-là, le site du pont et voir. Right? Si vous Ouais. utilisez le pont, vous avez un compte. Fait que c'est des choses faciles à vérifier. J'ai un point proactif, mettons de mon côté, avant, je recevais je ne sais pas si c'était non, c'est des courriels que je recevais du A25 parce que ça descend, puis là, il faut remplir, puis ça descend, il faut remplir, mais c'est facile à éviter. J'ai juste mis ma carte de crédit, puis ça fait un autofill après X nombre, puis ça rajoute toujours 40-50 $. Fait que là, ça évite le fait de recevoir ça. Ou quand j'y reçois, je sais dans ma tête que c'est impossible parce que j'ai déjà mis quelque chose de plus proactif en place pour éviter de me faire hameçonner. Ouais. Prochain courriel. Est-ce que tu peux, je ne sais pas si tu peux le faire plus grand parce que je sais que, comme Claire avait dit, celui de Vidéotron était trop petit, mais control avec la mouse, là, est-ce que, je sais pas. Non. Contrôle souris, on va essayer ça. Oh! Je sais pas si c'est un peu plus grand pour tout le monde. OK, je vais commencer par ça. Et après ça, je vais juste le Ouais. monter, qu'on puisse le voir. On va donner un petit peu de temps de regarder ça. Après ça, je vais descendre.
va donner quelques instants encore. OK. Fait que je vais ouvrir le sondage et voir qu'est-ce que vous en pensez. Un peu plus difficile de voir si c'est légitime ou hameçonnage, celui-là, je pense. OK, on va donner quelques instants de plus pour donner la chance à tout le monde de voter. OK. Donc, on va arrêter le sondage et on va partager les résultats. Donc, on a 55% qui disent que c'est un hameçonnage et 45% qui disent que c'est légitime. Et la réponse? Légitime, mais très, Oui. très difficile à détecter, en fait. C'est adressé à une personne. Il y a une sens d'urgence, plus ou moins. Il y a une sens d'urgence. En plus, ça dit que vous ne recevez plus d'alerte d'ouverture de nouveaux comptes. Fait que vous n'aurez également plus d'accès à d'autres services, etc. Fait que ça donne l'impression que c'est un hameçonnage à cause du sens d'urgence, mais c'est légitime. C'est un courriel légitime. En fait, Rachela, c'est ma mère. Fait qu'elle a reçu ça, puis que j'ai fait pour vérifier, j'ai pas cliqué le lien. J'ai été sur son compte Equifax, je me suis logué pour voir qu'est-ce qui se passe, puis effectivement, c'est le système d'Equifax qui a été donné dans le temps de Desjardins gratuitement pour 5 ans, ben, ça vient à échéance. Fait que, ça reste que c'est un message que plusieurs personnes y ont sûrement reçu. Mais c'est ça, là. On a plusieurs personnes qui disent, mais le courriel est drôlement écrit, le nom, le domaine, il est comme Imagine, weird un peu. c'est ça. Mais c'est exactement le message qu'on donne à tout le monde, c'est que C'est ça. allez sur le C'est site ça. directement. Exact. Ne vous fiez pas sur les C'est ça. courriels qui arrivent parce que on n'est jamais sûr. Fait que, Oui, ce courriel-là, quand je l'ai reçu, c'était comme, oh, parfait, je vais le mettre dans mon prochain webinaire de TMN parce que c'était excellent comme exemple que c'était sûr que ça porte confusion parce qu'on n'est pas sûr si c'est légitime ou frauduleux. Puis effectivement, ben, comment j'ai fait pour le faire? Ben, j'ai été sur le site d'Equifax et non en cliquant le courriel parce qu'encore une fois, j'étais plus, c'était doutable un peu. fait que Je pense qu'on a un Latifa, autre. t'avais raison de douter un peu, là, Oui, et c'est ça. Julie aussi. Oui. Ça, c'est le dernier. Désolé, c'est en anglais. Fait que, dans le fond, le message, c'est par rapport à le AMF, là, Authentification multifactorielle. c'est ça. Et ça dit que l'employeur a fait la décision d'implémenter ceci et que les employés doivent se enregistrer. Donc, on va lancer le sondage et on attend vos votes. Quelques instants parce qu'on a pas mal tout le monde qui a déjà voté. Fait que juste une seconde ou deux de plus. Bon. OK. Fait qu'on va arrêter le sondage. On va partager les résultats. Donc, on a 88% qui disent que c'est un hameçonnage et 12% qui disent que c'est légitime. Et donc? C'est hameçonnage. 88% avaient raison. Oui, c'est ça. Fait que c'est douteux un peu au niveau du courriel qui était envoyé email.sending.system excessivement générique.
encore une fois, des salutations génériques. Employé, votre employeur, ils ont fait un changement maintenant, il faut cliquer ici. Fait que ça, c'est tout. Est-ce que votre organisation vraiment, ils ont fait des changements? Souvent, ce qui arrive avec ça, c'est qu'on appelle quelqu'un pour s'assurer que c'est bel et bien quelqu'un à l'interne, l'équipe technique qui a fait quoi que ce soit pour activer. C'est sûr de la même façon qu'on fait une validation par un site web direct au lieu de cliquer sur le lien, ben, on peut le valider en appelant une personne ou deux pour voir s'ils ont vraiment mis quelque chose. Puis typiquement, dans une entreprise, j'espère, quand on fait ces changements-là, mais on est censé d'envoyer un courriel C'est avant ça. pour dire qu'on va effectuer ces changements-là. Vous attendez un courriel, ben, ce courriel-là, voici l'exemple, c'est bon. Vous pouvez cliquer C'est dessus. exactement ce que Lucie vient de dire. C'est si C'est ça. l'employeur fait un changement, il va aviser Exact, c'est ses ça. employés. Oui, Exactement. c'est ça. Exactement. Sinon, s'il y a une manque de planification, puis ça porte confusion, puis ça ouvre la porte à des Mais problèmes. ils mettent même pas signé, oui, tu sais, tu sais, du DPJ, de quelqu'un, là, Oui, fait que, ouais, c'est ça. Laissez vide, oui. ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est ça, c'est en fait, on a passé à travers tout ça, puis c'est sûr qu'on voit toute cette liste-là. C'est peut-être petit, mais vous allez avoir une copie. Mais comme j'ai dit, il Tu faut peux le poser faire un peu plus grand, Sergio, si tu veux, un peu. on va le faire comme Ouais, ça. c'est ça. C'est Ouais, parfait. Si je le fais. bon, là, ouais. OK. On va perdre une coupe de Ouais. texte, là, mais c'est pas OK, grave. comme ça. Parfait. Voilà. Fait- Fait que c'est ça, posez les questions. Est-ce que il s'agit est-ce que vous reconnaissez cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît, le nom de domaine, l'orthographie, le numéro de téléphone, est-ce que c'est correct? Est-ce que vous appelle-t-elle ou vous envoie-t-elle des messages? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous envoie des messages régulièrement? Est-ce qu'on a l'habitude de faire ce genre de communication de cette façon-là? Quoi d'autre? Ces types de demandes. excuse-moi, on a Oui, mis celle-là parce que récemment, on a eu quelqu'un ici qui a reçu un courriel d'une personne qui reçoit des courriels, qui reçoit des rapports, sauf que ça venait d'un autre oui, courriel. Cette personne-là travaille à contrat, fait que des fois, tu sais, la personne qui a reçu le courriel se disait peut-être que tu sais, elle a utilisé le mauvais courriel pour m'envoyer le rapport, mais elle trouvait ça pas, pas normal. Elle a oui. fait vérifier, puis justement, la personne avait été spoofée. Comment on dit ça en français? Le courriel, son courriel a été euh, euh, spoofed. Comment on dit ça, Ouais, Sergio? je ne sais pas comment le dire en sport, c'est spoof. En tout cas, C'est les cybercriminels ont pris fait semblant que c'est ce semblant que, ouais, courriel-là, c'est ça. qu'on voit C'est ça. le bon nom, mais c'est pas Fait que des vraiment fois, bon. juste des petites affaires comme ça tu sais, est-ce que c'est le courriel qu'elle utilise d'habitude, le domaine, ou c'est un autre, tu sais, même si tu connais la personne, puis c'est supposé être cette personne-là. Faut toujours vérifier. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres personnes copiées dans ce courriel? Typiquement, est-ce que c'est du monde qui sont toujours mis en copie ou pas? Est-ce que réfère-t-il à votre nom ou s'agit-il d'un cher client, utilisateur, ami, etc.? On l'a vu, hein? Ça, encore une fois, là, il faut vraiment se poser la question si c'est légitime ou pas. Euh, euh, la façon que le courriel est bâti, en fait, moi, j'ai reçu un courriel de mon président le mois passé, puis tout ce que ça disait, c'est Salut Sergio, est-ce que tu as le temps pour moi? C'est un peu bizarre avec un numéro de téléphone. Fait que c'est pas. Habituellement, je sais comment mon président m'appelle. Il m'appelle sur mon cellulaire, il m'appelle sur mon extension, il m'appelle sur Teams. Il ne m'envoie pas de courriel pour dire que si j'ai le temps pour lui, fait que ça paraît tout de suite. C'est hors de l'habitude de cette personne de communiquer avec moi. Encore une fois, il faut faire attention au niveau des codes QR ou les pièces jointes qui sont attachées.
En fait, le reste, quelque chose d'immédiat, de manière urgente, le sens d'urgence, comme on a dit, est-ce que ça demande des informations personnelles, sensibles? Quoi d'autre? Est-ce que ça vient d'une entité que vous ne reconnaissez pas? Sinon, en fait, si vous n'avez pas, mettons qu'on reçoit un courriel, si vous n'avez pas demandé pour un code, mais n'utilisez pas le code. Fait que c'est sûr que c'est juste des exemples ou des questions que vous devriez poser à vous-même quand vous recevez des courriels. Je pense qu'on fait ça assez fréquent, ces webinaires-là, que c'est à force de répéter, j'imagine que le monde va commencer à être un petit peu plus vigilant, comme le mot en rouge dit. Puis j'espère que ça vous aide à diminuer le risque de se faire pogner. Fait que, juste Maria et Gérald, pour spoofing, Maria dit courriel de la personne a été piraté et Gérald dit falsification d'adresse d'envoyeur. Merci beaucoup pour ça. Bon. Julie demande le fait d'ouvrir juste le courriel, est-ce à risque ou c'est juste les pièces jointes qu'il ne faut pas cliquer? Pardon? C'est quoi? Si tu trouves un courriel d'hameçonnage, mais tu ne cliques pas sur les pièces jointes, tu l'ouvres, puis là, tu t'aperçois, attends une minute, ça ne marche pas. Est-ce qu'elle est à risque pareil si elle ouvre le... Il y a moins de risques. Il y a moins de risques, puis tout dépend sur les systèmes de sécurité que vous avez en place. Exemple, anti-pourriel, pare-feu, votre tenant Microsoft, est-ce qu'il y a de la sécurité dessus? Ça va éviter les courriels faciles à filtrer puis les dégager. Je dis ça parce que des fois, ça risque de passer quand même. Moins de risques. Je n'ai pas de pourcentage, mais c'est vraiment minime. Mais je sais que moi, j'ai des manufacturiers qui m'ont dit qu'il peut y avoir des codes, des scripts qui roulent en arrière d'un courriel. Fait que c'est pas nécessaire de cliquer sur l'attachement. Des fois, il y a du script, mais pas aussi souvent qu'on pense. On ne le voit pas autant. Ouais, c'est ça. Non, non. C'est vraiment, eux autres, ils s'attendent vraiment qu'on clique sur un lien, qu'on ouvre un document, qu'on fasse une action pour permettre à eux autres de rentrer chez vous, plus que d'autres choses. Lucie, avant de terminer, je sais qu'on est passé du temps, mais Lucie, c'est une question que je pense qu'on va falloir qu'on répond. C'est peut-il avoir du danger à ouvrir des PDF douteux? Oui, absolument. Sergio? Oui, encore une fois, il y a des petites cacheries de scripts qui rentrent dans des fichiers PDF à cette heure. Fait que oui, il y a un danger à ouvrir des fichiers. Encore une fois, il faut toujours se fier sur qui vous envoie ce courriel-là. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Puis est-ce que c'est un courriel que vous recevez toujours? Exemple, vous attendez. c'est ça. Si moi je reçois, ou je donne un exemple, si un de mes clients reçoit un courriel de nous avec un rapport pour telle affaire, mais si mon client ne reçoit jamais de rapport, j'espère que mon client va poser la question, pourquoi que je reçois ce rapport-là maintenant? C'est comme, je ne l'avais jamais, pourquoi que je le reçois maintenant? Je pense que le message, Lucie, c'est de vérifier avec, si tu doutes, de vérifier avec la personne qui te l'a envoyé, peut-être l'appelant et non pas répondant au courriel, parce que s'il a été falsifié, comme on dit, ou piraté le domaine, ben ça va être un problème. Donc, vérifie par téléphone, appeler la personne directement pour voir est-ce qu'elle a bel et bien envoyé ce PDF ou n'importe quel autre attachement qui peut. C'est un bon point. Il ne faut pas que je fasse un reply à toi, Maria, si tu m'envoies un PDF. Puis si je fais un reply à ce courriel-là, ben, ça risque de ne jamais aller chez toi. Ça va aller chez l'attaqueur. Fait que c'est sûr qu'il va dire oui, c'est moi. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'envoie un nouveau courriel pour dire j'ai reçu un courriel de vous, est-ce que c'est légitime? Fait que la personne dit non. Oui, ça dépend. Mais ça, c'est une autre façon de valider. C'est parfait.
Donc, on peut rester longtemps là, à répondre aux questions, mais je pense que c'est midi, tout le monde a probablement faim. Fait que on vous dit merci de votre participation à notre webinaire aujourd'hui. Nous vous encourageons de télécharger le livre électronique que nous avons mis à votre disposition et contacter votre micro-age pour toute question. J'ai mis le lien dans le chat si vous voulez télécharger le livre électronique, mais comme j'ai dit au début, vous allez l'avoir dans le courriel avec l'enregistrement un peu plus tard aujourd'hui. Notre prochain webinaire aura lieu le 14 novembre, donc surveillez vos courriels et nos réseaux sociaux pour votre invitation. Il y a une question, je pense, de Gérald qui dit, est-ce qu'il existe un outil qui vérifie le nom de l'envoyeur dans le 2 du courriel et l'adresse de courriel sont jumelées pour des adresses de courriel dans notre organisation? Pas sûr que je comprends la question. Je pense qu'il veut savoir si on a des outils pour valider si c'est bel et bien une bonne personne ou quelque chose frauduleux ou ça vient d'un... oui, mais c'est pas vraiment pour des utilisateurs, c'est plus pour du monde technique. Fait que notre équipe de sécurité, ils ont des outils pour faire une validation de certaines choses. Fait qu'eux autres, ils l'ont, mais je ne sais pas si c'est nécessairement un outil qui est disponible pour tout le monde. Puis je sais qu'eux autres, ils ont des environnements complètement séparés qui prennent le risque d'ouvrir certaines choses pour voir si c'est valide ou pas ou pour valider les domaines. Oui, il y a des outils qui existent. OK, donc merci beaucoup, Sergio, et merci à vous tous d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci tout le monde.